partager. Greg, bonjour. Salut Benoît. Eh boy, ça c'est troublant. L'ancien chef du FBI, il a fait quoi au juste? Il a appelé à l'assassinat de Donald Trump. Pas directement, il n'a pas dit « Oh, il faut que vous assassiniez Donald Trump. Oh, mes anciens agents du FBI, réveillez-vous, allez assassiner Donald... » Non, c'est pas ça qu'il a fait. David Corney, est beaucoup plus subtil que ça, si je puis dire. Non, cet ex-directeur du FBI, entre 2013 et 2017, figure-toi, faisait une promenade sur la plage et il a vu des coquillages arrangés sur la plage qui formaient les chiffres 86-47. Oh, dit-il, comme c'est joli, 86-47. Il prend ça en photo, il met ça sur son compte Instagram et il dit « Regardez comme c'est curieux ce message que j'ai trouvé. C'est un arrangement de coquillages épatants, cool en anglais, rencontré lors de ma promenade sur la plage. » Oui, mais c'est parce que 86 en slang anglais, ça vient en fait des menus des restaurants des années 30. Je t'avoue que je ne le savais pas du tout. J'ai appris ça en faisant mes recherches là-dessus. Et ça vient des menus des années 30. Et ça voulait dire le plat que vous commandez n'est plus disponible. Tout simplement. C'était un nom de code. Et c'est devenu en slang un mot de code qui signifie « il faut se débarrasser de quelque chose ou de quelqu'un ». Alors, 86, il faut se débarrasser de 47. Qui est 47? 47, c'est le 47e président des États-Unis, Donald Trump. Pour quelqu'un qui fait partie des services de renseignement, j'imagine que le message est assez limpide. Pour toi et moi, c'est pas évident si on voit ça sur la plage. On va penser à ça. Mais 86, ça fait 86, là, ça c'est connu dans la culture populaire américaine, là, c'est connu. Tu sais, on s'en débarrasse, on le tue, c'est ça que ça veut dire. 47 President of the United States, c'est Donald Trump. Penses-tu que c'était vraiment, vraiment volontaire? Parce qu'Omé, il est sorti, puis il a écrit un livre, puis il s'en est pris à Donald Trump ouvertement. Oui, c'est un critique de Donald Trump. Puis il a dit ensuite, il a retiré son message, puis il a dit « Ah, c'est un message politique, je ne l'avais pas vu. Moi, je suis contre toute forme de violence. » J'espère. Je suis pas sûr de le croire. Ah non? Pas sûr de le croire, qu'il soit contre toute forme de violence quand tu es directeur du FBI. Je suis pas sûr de te croire quand tu as été directeur du FBI, de un. Puis de deux, ne pas savoir ça, que moi je le sache pas, c'est une chose. Mais tu vois, toi, tu le savais. Moi, je pense qu'il le savait aussi. Et je pense que c'est un acte délibéré. Et d'ailleurs, Tulsi Gabbard, qui est la directrice des services de renseignement, a dit, écoutez, Comey devrait être jeté en prison pour ce qu'il a fait là. C'est un appel à tuer le président. Il va essayer de se défendre, mais ça ressemble à ça, tu sais. Alors, évidemment, il y a beaucoup de dirigeants républicains qui sont outrés. Mais comment veux-tu justifier ça? On revient à ça, là, tu sais, puis combien de fois ça arrive? Quelqu'un qui met un message sur les réseaux sociaux, tu sais, il s'enfarge, tu sais, des messages niaiseux, des mauvaises blagues, c'est arrivé à tout le monde. Et là, il va tout perdre encore une fois. À quel point les réseaux sociaux... Attends, excuse-moi, là. Je pense pas que tu es appelé au meurtre de qui que ce soit ou de la violence contre Non, mais je te parle en général. Moi non plus. Non, je parle pas de ça. Je parle des réseaux sociaux. À quel point c'est un piège à con, puis qui sert à enrichir, Zuckerberg ou Elon Musk, puis les gens en retirent rien, prennent des risques. Oui. Attends, les républicains vont en tirer beaucoup. Ils vont faire beaucoup de millage là-dessus. Ils vont dire que c'est pas épouvantable. Non, mais la personne concernée... La personne concernée, tu sais, c'est toujours des niaiseries, puis ça te pète d'en face. C'est vraiment, c'est à éviter. Je vous dis ça amicalement, là. Vous faites ce que vous voulez. Trump qui relance... N'écrivez pas 86 suivi d'un nom ou de quelque chose sur la plage. Ce n'est pas une bonne idée. C'est la conclusion de cette première partie de la chronique. Leçon du jour, parfait. Trump relance les négociations sur ses tarifs. Ouais, et Trump... Évidemment, il dit, écoutez, je reviens du Proche et du Moyen-Orient. Il dit, bon, il faut qu'on relance toutes ces négociations. Vous savez, je suis en négociation, dit-il, avec 150 pays. Et donc, il s'attend à signer dans les prochains mois des ententes avec 150 pays et il fait monter les enchères. Il dit, plus vous attendez,
plus ça va être difficile de signer. Pour le moment, il y a un minimum de 13%, mais attention, dit-il, ça s'arrête le 8 juillet. Donc vous avez jusqu'au 8 juillet pour négocier avec moi. La Grande-Bretagne est la première à avoir signé, donc elle a un tarif privilégié. Le Japon, la Corée du Sud sont dans le collimateur. Peut-être la Chine, on pourra s'entendre avec vous. Mais il laisse entendre aussi par là, plus vous attendez, plus ce sera difficile et plus je serai dur avec les négociations. Donc, on verra ce que ça va donner. Mais il y a quand même des tarifs qui vont être imposés, des tarifs de 10% à la fin. Et ça, bien entendu, ça va avoir une grande incidence sur l'inflation aux États-Unis. Oui. Mais là, il y a comme une tendance à reculer, là, Donald Trump. Là. Il a fait le matamor, et là, tout à coup, il se rend compte que les prix, même chez Walmart, là, il va se faire ramasser. Parce que si les prix chez Walmart augmentent, c'est un indicateur pour la classe moyenne et en dessous, tu sais, que là, les politiques de Trump ont un effet direct sur leur consommation, leur niveau de vie. Absolument. Mais il compte aussi beaucoup sur la baisse des hydrocarbures. Tu sais, il a été au Qatar, il a été en Arabie Saoudite, dans les Émirats Arabes Unis, il négocie avec l'Iran. C'est certain que s'il y avait beaucoup de gaz et de pétrole qui rentraient sur les marchés internationaux, ça ferait baisser les prix de manière générale. Ça pourrait faire baisser les prix de manière générale. Je dis pourrait parce que les prix du pétrole et du gaz là, sont un peu un mystère. Ça monte, ça descend. Mais en théorie, oui, il y aurait plus d'offres. Donc, ça ferait chuter les prix. On verra bien. C'est pas très bon pour l'industrie, soit dit en passant, l'industrie nord-américaine du gaz de schiste et du pétrole de schiste. Moi, je trouve que c'est une saloperie, puis je suis content de ça, mais c'est pas très bon pour les industries américaines, soit dit en passant. Alors, tu peux pas tout avoir, semble-t-il. Mais la lutte à l'inflation, c'est ce qui est le plus important pour le moment, et je pense qu'il compte beaucoup là-dessus pour essayer de faire baisser les prix. Bon, et des équipements du Cosmodrome, c'est quoi ça? Le Cosmodrome. Tu connais pas ça, ce Cosmodrome de Baïkonour? Non. C'est de là que les astronautes russes décollent, même les astronautes américains, avant que SpaceX soit en fonction, allaient là pour décoller puis rejoindre la station internationale. C'est un immense complexe, c'est une ville. Les Russes ont construit ça en 1961 et c'est vraiment quelque chose qui est à la fine pointe de la technologie. Les Russes en sont très fiers. Oui, mais ils n'arrivent pas à boucler leur budget. Et figure-toi qu'ils vont mettre en vente, aux enchères, un certain nombre d'équipements qu'il y a dans cette base-là. Pourquoi? Parce qu'ils subissent de plein fouet la concurrence de SpaceX, parce qu'il y a d'autres bases aérospatiales qui concurrencent aussi cette base-là en Russie même, parce que la Russie aussi a des problèmes financiers importants, et donc le gouvernement russe, qui était lié par contrat avec cette base de Baïkonour, a dit, on va peut-être mettre fin au contrat de manière prématurée, en tout cas pour certaines choses. Donc, ils sont à la recherche d'argent. Alors, c'est une petite nouvelle qui est très, très intéressante, parce que ça montre comment SpaceX bouscule les intérêts russes. Ça montre aussi les problèmes qu'il y a à l'intérieur de l'économie russe, et ça te montre, bien entendu, si tu veux, ce qui est en train d'arriver à l'industrie aérospatiale russe elle-même. Mais t'as vu ça sur Marketplace, quoi? Non. C'est dans des médias sérieux. La BBC, des ventes de garage. Des ventes de garage. Non. Ouais. C'est des médias sérieux, ça. As-tu remarqué comment Mark Carney essaie d'imiter Donald Trump avec ses pseudo-décrets premiers ministrables? Tu sais, là, il s'assoit puis il fait semblant d'écrire. T'as pas ça au Canada, c'est pas dans nos normes politiques. Non, puis Mark Carney, il est en train de... Il faut qu'il fasse bien attention parce qu'il n'y a pas tant de crédit politique que ça. Il n'a pas gaffé tellement, mais là, il est en train de commencer à gaffer. Tu sais, quand tu dis que tu vas baisser les impôts d'1% puis que tu n'as même pas déposé de budget, ouais. Tu dis, oui, mais d'où prends-tu ce chiffre de 1%? Où est-ce que tu vas couper ensuite? Et je comprends, tout le monde veut que les impôts soient abaissés. Moi, le premier. Ouais. Mais on sait bien qu'il y a des moments où tu peux pas baisser les impôts, surtout quand tu veux augmenter tes dépenses militaires, surtout quand tu es obligé de subventionner tes entreprises à cause des tarifs américains.
Alors, Et, si tu baisses tes impôts, si tu baisses tes impôts, ça veut dire que tu vas faire jouer la carte de crédit. La carte de crédit, ça coûte bien plus cher aux Canadiens que les impôts. Parce que la carte de crédit, c'est des intérêts qu'il faut payer. Des intérêts, ben oui. Puis là, il annonce un déficit de 66 milliards. Fait que moi, je comprends pas un banquier qui dit, là, on est dans le trou, puis la première affaire que je vais faire, c'est que je vais couper les revenus pour pas pouvoir payer ce qu'on a dans le trou, dans le déficit. C'est ça. Ben, d'où il c'est sort, aberrant. là? Puis tout le monde trouve ça aberrant. Puis tu sais, les gens c'est plus comme avant, là. Au Québec en particulier, les gens ont plus une 6e année. Les gens ont une certaine littératie économique et financière. Ben. Puis, tu sais, quand tu dis on va baisser les impôts, la première question que les gens posent, c'est où allez-vous couper? Ben Ça ne nous tente pas nécessairement de vous couper un certain nombre de choses. Puis il y en a peut-être à couper. Tu sais, il y a peut-être trop de fonctionnaires dans certains endroits. Il y a peut-être des programmes obsolètes. Moi, je veux bien qu'ils coupent à certains endroits. Mais lancez pas, je vais couper les impôts de 1% comme ça. Voyons donc. Vas-tu voir la différence, toi, sur tes revenus annuels? Tu sais, c'est tellement de la petite politique cheap de dire on va baisser les impôts de 1%. Qu'est-ce que tu penses que ça va changer dans ma vie, dans mon année? Non. Mais le prix des aliments, le prix de la dette qu'on paye, c'est quoi? C'est 54 milliards que le Canada paie en intérêt sur la dette chaque année. Occupe-toi de ça, laisse faire. Regarde, la CAQ a baissé, nous a envoyé des coupons rabais, là, ça a coûté 3,5 milliards. T'sais, là, on a 14 milliards dans le trou. Non, c'est de la petite politique, ça, c'est... Duplessis faisait même pas ça, parce que Duplessis, lui, il s'endettait pas, au moins, tu sais, il avait son trésor qui augmentait. Puis c'est ça qui a permis, d'ailleurs, au Québec, d'aller ensuite voir les financiers à New York, puis tout le monde nous a prêté parce qu'on avait une cote extraordinaire, une cote de crédit extraordinaire. Là, on l'a perdu. Écoute, là... un peu de bon sens là-dedans, puis j'en vois pas, là. Puis ça m'effraie de voir ça. Merci. Loïc, toi, tu habites à Montréal, on le sait, là. T'as présenté à la mairie, ça t'intéresse pas? OK, si tu viens avec moi, Benoît, on va faire un consulat. Oui, hein? Parce que, je sais pas, tu dois rager ces temps-ci avec tout ce qu'on annonce sur l'île. Ben, tu sais, écoute, j'ai écrit une chronique dans Perspective, dans le journal, qui paraît-il, ça m'a valu plein de réponses. Il y a des gens qui m'écrivent à mes courriers personnels. Parce que j'ai dit une vérité qui est que trop de pistes cyclables, en particulier au centre-ville, ça a des effets contre-productifs, ça diminue la fluidité, ça augmente les embouteillages, ça augmente la circulation partout, ça augmente la pollution. Pollution? Qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que vous racontez là, monsieur Tassé? Ben oui, c'est malheureusement la vérité. Il y a trop de pistes cyclables maintenant au centre-ville, dans un certain nombre d'endroits. Elles prennent trop de place. Puis c'est pour ça qu'avec les cônes oranges qu'on a partout, la capillarité, si je puis dire, n'arrive pas à absorber de la circulation, n'arrive pas à absorber la circulation qui est détourné partout, et ça crée des cauchemars. Sans parler des grandes artères, il y a un certain nombre de grandes artères maintenant qui sont à moitié bloquées, et ça aussi, ça nuit à la fluidité de la circulation. Puis tu vois, les gens m'écrivent, ils disent « Oui, mais l'environnement... » Mais oui, mais regarde, je suis pour le transport en commun, je suis pour les pistes cyclables, je suis pour le métro, je suis pour les autos électriques. Mais vous avez été trop loin dans un certain nombre de secteurs à Montréal et maintenant les effets pervers des pistes cyclables surpassent les bénéfices des pistes cyclables pour 10% de la population. Viens pas dire que je te connais pas assez pour savoir sur quel bouton appuyer quand vient le temps. Là, il est assis à la mairie de Montréal, mesdames et messieurs. C'est annoncé aujourd'hui même. Merci, Loïc. À mardi. Salut.